Bonjour à tous et à tous. Donc nous on est le groupe de travail Actualité et Art. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Johan, d'Elena et de la talentueuse Elisa. Et moi c'est Lucie. Alors tout d'abord on voulait remercier le GT d'avant, donc droit économique, social et culturel pour le beau travail qu'ils ont fait. C'était très intéressant et on a beaucoup appris. Et donc, comme on vient de le dire, nous, on est le GT Actualité et Art. Et donc, le premier quadrille, on n'a pas été très actif, mais vous allez bientôt entendre parler de nous. Et donc, on parle autant de l'art et de l'actualité, mais ce n'est pas spécialement mélangé. Donc, à un moment, on ne parlait que de l'art ou que de l'actualité, et toujours, bien sûr, en rapport avec les droits humains. Et donc, aujourd'hui, on vous fait une petite rubrique d'1h30 avec comme thème l'art comme expression et construction de son identité. Et donc, pour cela, on a Swan qui va nous parler du jazz et nous faire une présentation musicale. On a hâte de voir ça. Et on aura 2 chroniques par Johan et par Elena et moi. Et donc, mais premièrement, on va commencer par un objet artistique que nous avons fait hier avec Makoto, qui est une street artiste bruxelloise, avec qui on a fait une fresque hier par rapport toujours aux droits humains et à l'identité et à l'art. Et voilà, elle se trouve derrière nous. Et donc voilà, on va vous montrer dès à présent une petite vidéo de notre journée d'hier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore merci à Makoto qui est vraiment une artiste incroyable. Merci d'avoir pris du temps pour nous. On a vraiment passé une très bonne journée. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. C'était vraiment super. Et donc maintenant, on va passer à Elisa Swan. Bonjour. Qui va nous parler du jazz. Entre autres, oui, tout à fait. Alors, étant donné l'anniversaire aujourd'hui quand même de la Déclaration des droits humains, j'avais envie de parler de l'origine du blues parce qu'elle n'est pas anodine du tout. Petit rappel historique, à partir du XVe siècle, les colons européens ont envahi le territoire de l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Ok. La période qui va concerner en particulier le blues, c'est le XIXe siècle. Donc je tiens quand même à rappeler qu'entre le XVe et le XIXe, ça a été des siècles et des siècles d'esclavage. Rien que ça, je pense qu'on peut avoir une petite réflexion à ce sujet. Je tiens mon masque parce que je meurs dedans, veuillez m'excuser. La vente des esclaves en 1815 jusqu'à 1861 a connu une énorme prospérité, si je puis dire. Enfin, c'est pas de la prospérité, parce que la production de coton dans le sud du pays avait énormément de demandes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les colons avaient envie que le confort soit aussi bien qu'en Europe, mais ils avaient besoin pour ça de main-d'œuvre, mais étant donné qu'ils avaient décimé les populations amérindiennes, ils ont eu besoin du coup de faire une déportation à partir du continent américain. Je me permets de faire ça, sinon je décède. Ok, très bien, mais le problème c'est que la cadence était infernale. Des millions de tonnes étaient produites par année et le taux de mortalité est très, très élevé. Mais le taux de natalité était très bas, évidemment, même si des couples se formaient, ils n'avaient pas très envie de faire des enfants à cette époque-là. On n'a pas envie que son enfant naisse esclave et vit une vie d'esclavage pendant le reste de son existence. Et donc, du coup, les vendeurs d'humains se sont dit c'est pas grave, on va faire un élevage. Donc, ils sélectionnaient certaines personnes comme des super étalons bien vigoureux et des femmes très fertiles pour ensemble former des gentils petits esclaves qui vont vivre toute leur vie. Très bien. Bon, ils avaient quand même peur des révoltes. Étant donné qu'ils avaient peur des révoltes, ils ont essayé d'effacer les dernières traces culturelles africaines. On appelait ça les Black Codes. Ils n'avaient pas le droit de faire de la musique, ils n'avaient pas le droit de chanter. Le seul instrument qui rythmait leur vie, c'était le fouet, joie. Malgré ces interdits, une chanson est apparue, on appelait ça le chant du travail, ou work song, qui rassemblait la collectivité à l'insu des Blancs. Ils vont se développer a cappella. C'est un principe assez simple. On a un soliste qui va chanter une phrase, qui va envoyer des réponses, et tout le reste du groupe qui va poser une question. Et donc du coup, il va y avoir une forme de manifestation vocale dans leur langue natale qui va être produite. Et donc c'était une manière en fait de manifester contre les conditions dans lesquelles ils étaient captifs. Donc on parle d'un soliste et d'un groupe. Évidemment, l'intensité des paroles était pleine d'émotions et de mélancolie, vous vous en doutez bien.
Donc là, on est au début du XVIIIe siècle. Milieu du XVIIIe, à la veille de la guerre de sécession, il va y avoir énormément de combats qui vont commencer à se produire. À la fin de la guerre de sécession, capitulation du Sud, les nordistes vont commencer à démanteler les plantations. Ils vont promettre aux anciens esclaves la liberté, rien que ça, et la propriété en moyenne de 40 arts. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Il est un peu difficile de passer de la condition d'esclave à l'intégration dans une société qui nous méprise parce qu'on est d'une autre couleur. En plus de ça, le Ku Klux Klan va naître, des assassinats par centaines sur une journée, les lois ségrégationnistes qui empêchent les Noirs justement d'aller sur certains lieux publics. Bref, les droits politiques des Noirs qui étaient promis ont simplement été effacés. Donc l'insertion sociale, c'est une vague utopie. Mais tout ça n'a pas empêché la musique d'exister. Une vie religieuse qui était très intense permettait de respirer un peu parmi l'exclusion et l'isolement. Donc c'est dans ces conditions historiques que le blues va naître. Pour faire une petite phrase cliché, on pourrait dire que le blues, c'est un peu un chant d'errance et de douleur qui va être accompagné par des guitaristes vagabonds. On pourrait faire aussi un petit rappel historique et musical. Donc, je sais que tout le monde n'est pas musicien, peut-être dans les gens qui nous écoutent, mais je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle L'Odyssée du jazz, ou le jazz dans tous ses états, qui permet de voir plus en profondeur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais donc, qu'est-ce que c'est le blues globalement, musicalement parlant? C'est une structure de 12 mesures, ok, avec une séquence harmonique qu'on appelle AAB. Donc le thème revient 2 fois et puis on a un thème qui varie à la fin du morceau. On a 3 phrases de 4 mesures, 3 accords. On parle d'un accord tonique, sous-dominant et dominant. J'espère que je perds personne. Ce qui est typique et caractéristique du blues aussi, on appelle ça la blue note. C'est une note qui est justement beaucoup plus mélancolique, qui va instaurer un milieu émotionnel assez intense. On parle aussi de degrés qui sont diminués. On appelle ça la gamme diatonique altérée, c'est-à-dire que le 3e et le 7e degré sont mineurs. Bon, pour rappeler aussi, quand on parle de gamme majeure, on va en général entendre quelque chose de super joyeux. C'est des accords hyper ouverts et positifs, alors qu'une gamme mineure, ça va être plus triste. Eh bien, le blues, c'est une hésitation entre ces deux gammes-là. Ça, vous savez. Quel est le rapport, vous allez me dire, avec la culture africaine? Mais en fait, la gamme blues, vient typiquement de la gamme pentatonique africaine. Donc voilà. Le blues, il n'y en a pas un seul, c'est presque polysémique, il y a différents types, et ces types ont été influencés par les flux migratoires. À partir du XXe siècle, donc là on fait un énorme bond dans l'histoire, après la Première Guerre mondiale, le blues a commencé à devenir vocal. Il y avait donc des chanteuses, des chanteurs qui étaient accompagnés par des orchestres. Donc là c'était aussi une grande première, être accompagné par tout un nombre de musiciens, entre 20 et 30 musiciens qui accompagnaient les chanteurs et les chanteuses. Par exemple, je vous invite à écouter Ma Rainey, qui était une grande chanteuse en Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, c'est le berceau du blues, du jazz et de plein d'autres courants musicaux encore aujourd'hui. Il va y avoir des influences espagnoles, et justement, ce sont ces influences-là qui vont nous faire glisser lentement vers ce qu'on va appeler aujourd'hui du jazz. Évidemment, c'est rétrospectif, parce qu'à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. Qu'est-ce que le blues a donc influencé? Le jazz, la soul, le rock, le rap, c'est un peu nos origines aussi à nous, en tant que musiciens ou en tant que grands amateurs de musique. On peut dire quand même qu'à l'époque, la musique américaine était essentiellement noire. Donc on leur doit énormément à ce niveau-là. B.B. King, un super guitariste de blues, je vous invite à écouter ça aussi, à citer. Le blues, c'est la racine, le jazz, c'est l'extension. Les grands musiciens de jazz sont les plus grands interprètes du blues, et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous enseigne à nous quand on apprend un instrument, quand on apprend ces différents courants musicaux-là. C'est qu'avant de savoir jouer du jazz, il faut que tu maîtrises le blues, et que tu deviennes une star, et que dans ta salle de bain, tu t'entraînes à faire des harmonies de dingue. Et seulement là, tu pourras jouer du jazz. Donc voilà. Merci beaucoup, Elisa. C'était très intéressant et on revient vers toi très vite. Oui. Et maintenant, on va passer à Johan. C'est ça, oui, si vous m'entendez bien. Je vais vous faire une chronique, mais plus que ça, je vais vous faire voyager à travers 2 œuvres littéraires, 2 œuvres majeures que vous connaissez peut-être, en tout cas l'une des 2 sûrement. L'Odyssée d'Homère, avec la fameuse histoire d'Ulysse, et Le Littoral de West Gowan, qui est un dramaturge contemporain
libano-canadien qui vit en France. Et donc voilà, je vais vous faire une chronique là-dessus. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un voyage, celui de quelqu'un devenu personne pour créer Ulysse. Ulysse, c'est le flottement identitaire, celui que l'on sème, celui qui nous récolte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Odyssée, de ses monstres et de ses gloires. On ne naît pas mythe, on le construit. Et c'est l'amour qui sert de courant, et c'est le divin qui est tragique. Et qu'est-ce qu'une Odyssée après tout? Ce sont les périples que l'on rencontre en voyageant, les monstres que l'on affronte et cette bonne étoile qui nous dirige. C'est surtout un poème d'Homère, composé, puisque chanté, au 8e siècle avant Jésus-Christ, après être aussi connu, Iliade. Il y a un héros qui se fait nommer Ulysse, qui souhaite rentrer chez lui après la guerre de Troie. Rentrer chez soi dans son île d'Ithaque ne peut être qu'un périple pour ce dernier, et 10 années vont s'écouler avant de rejoindre Pénélope, femme à la fidélité mélancolique, et Télémaque, fils honorable. Ce voyage en mer a pour chef d'orchestre Poséidon, et sa colère dramatique qui conduit l'heureux Ulysse à la rencontre d'une mosaïque mythologique. La nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les cyclopes, la magicienne Circé, les sirènes, tout est rencontre à celui qui part. Finalement, le voyage doit avoir un parfum belliqueux, puisque la guerre semble souvent le motif au départ. C'est aussi ce qui semble en sortir du littoral de Wajdi Wawal. Cette tragédie, à l'allure profondément contemporaine, trace le voyage de Wilfrid et autres vers la mer. Orphelin d'un père inconnu, il a comme boussole le littoral pour y déposer le corps du père mort. Le long de la route, il est témoin d'un monde où le pavé est cadavre, où l'air n'est que traumatisme. C'est en allant jeter au bras du littoral la dépouille de son père que Wilfrid fait face à une expérience identitaire dont son langage sortira changé et existentiel. La douleur et l'amour, la rencontre et la mort sont profondément présents dans ces deux œuvres. C'est également l'autre qui marque le « je suis » de celui qui s'en va. Pour Ulysse, il y a surtout Calypso, aux belles boucles, reine de l'île mythique d'Ogie, dont il partagera la compagnie durant 7 années. Elle veut le garder à tout jamais, l'aime d'un amour pur, le protège et essaie de lui faire oublier Ithaque. La tentation, le doute, Calypso incarne une voix identitaire, à la fois sensuelle et maternelle. Comment faire pour ne pas trahir celui que j'étais il y a 15 ans? Comment ne pas le tromper comme celui qui retouche son journal d'enfance des années plus tard pour lui donner un sérieux plus prononcé? Comment rester vivant et redonner à l'histoire sa présence? Comment ne pas figer celui que je suis devenu par trop d'angoisse? Comme rester vivant avec ce qui est mort en nous? Et comment porter son propre corps mort pour lui trouver une sépulture? Alors, ces mots ne sont pas les miens, ce sont ceux de Wajdi Wawad au sujet de son œuvre. Ils incarnent une part à la fois de mystère, mais soulignent également l'enjeu identitaire de l'œuvre. La rencontre de Wilfrid avec Simone, Sabé, Abbé, Massy, Joséphine, des personnages traumatiquement tragiques ou tragiquement traumatisés, fait émerger un verbe, le verbe parler. Parler, c'est une construction, c'est l'espace entre le je et le suis. C'est transmettre quelque chose. Devant tous ces personnages, orphelins d'un père, d'un pays ou d'une histoire, un voile semble s'être posé devant la parole. Pour lâcher son identité, il faut donc déchirer la parole déchirante. En prenant son café le matin et en consommant l'actualité, on écoute le récit de nos tragédies contemporaines. C'est Wilfrid, Ulysse, qui voyage et s'échoue sur nos plages. Ces enfants, ces adolescents et ces adultes qui, eux, ne reviennent pas de Troie, mais du monde, notre monde. On les nomme comme les migrants ou les réfugiés, les habitants de la jungle ou les voleurs d'emploi. Finalement, ils ne sont personne, malheureusement. Cela ne saurait nous faire penser à ce chant de l'Odyssée où Ulysse vient à la rencontre du cyclope Polyphème. Affamé, il dévore les compagnons de l'enfant d'Ithaque et s'apprête à lui réserver le même sort. Toutefois, rusé puis comme Ulysse, trouve un moyen de s'enfuir et au moment de tourner le dos à celui qui n'a qu'un œil, il se nomme lui-même comme personne avant de reprendre la mer. Dans cet océan rempli de monstres et de misère, être personne est une promesse de périple. Finalement,
Nous sommes tous des enfants d'eux, citoyens d'eux, étudiants d'eux, mais rarement uniquement nous-mêmes. C'est à travers l'effacement de la nomination que l'on construit l'identité. Voilà. Le village est une expérience... Voilà. Le voyage est une expérience pas toujours voulue, pas toujours choisie. On y fait face à des monstres, parfois propres à nous-mêmes, que bien d'autres. Nous sommes... on y fait face à des monstres, parfois propres à nous-mêmes, que nous partageons et exprimons. Nous sommes Ulysse, Wilfried et bien d'autres. Nous sommes Lucie, Elena, Elisa et Johan. Nous sommes nés sous X, sous une inconnue et sur une époque. Nous partons pour mieux pouvoir se situer. Et l'art, la culture, la beauté, est relique d'une expérience en quête d'être recherchée. Merci Johan, c'était très beau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Moi j'en ai une pour toi. Pourquoi avoir choisi ces œuvres? Qu'est-ce qui t'a donné envie de les choisir par rapport à notre thème qui est l'art et l'identité? Parce que je pense que l'identité a quelque chose de profondément tragique comme réflexion. Ce sont, en tout cas pour le littoral de l'Osloboth, une tragédie. Pour l'Odyssée d'Homère, certes, ce n'est pas une tragédie, mais il y a quand même aussi un parcours très classique, très universel dans cette œuvre. Sans doute, on a beaucoup de choses à en retenir. Et c'est des œuvres qui, pour moi, font sens à la fois à une identité collective et individuelle, qui est toujours en construction, et aujourd'hui même en plus. Ça rejoint également les questions liées à l'immigration, etc. Parfait, merci beaucoup. Là, on va avoir une petite minute de pause parce que Elisa va bientôt nous faire un petit concert et on revient tout de suite vers vous. À tout de suite. Me revoilà, bonsoir. Tout le monde m'a quitté, mais c'est à cause des conditions actuelles. Sinon, on serait restés tous ensemble. Donc, du coup, je vais continuer ma petite chronique sur la suite de l'historique du blues et du jazz. Et ensuite, je vais vous faire une petite chanson. Donc, juste avant, je vous ai parlé donc, de B.B. King, guitariste. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est de la guitare que vous allez écouter. Mais juste maintenant, donc, je vous ai expliqué que juste avant la naissance officielle du jazz, il y avait des orchestres qui ont commencé à être enregistrés. Une date phare, c'est 1917 en Nouvelle-Orléans. Le premier enregistrement officiel d'un orchestre de jazz qui s'appelait le New Orleans Jazz Band. D'ailleurs, c'est une des hypothèses de la naissance du mot jazz, c'est que c'est le nom de cet orchestre. Il existe différentes hypothèses concernant ce mot particulier. Le premier, c'était que tout jazz veut dire pratiquer le coït, mais l'Amérique puritaine n'était pas hyper fan de cette hypothèse-là. Du coup, certains musiciens ont vraiment fait des recherches. En Afrique, il y a un mot qui s'appelle jazzy, qui veut dire vivre à une cadence soutenue. Ça pourrait être une hypothèse. Une autre, c'est que jazzer en créole français, ça veut dire parler à une certaine vitesse. Quoi qu'il en soit, vivre le jazz, c'est vivre à une cadence soutenue. Et c'est une théorie qui me plaît bien personnellement. On fait à nouveau un petit bond cette fois-ci dans le temps. On est en 1929. C'est le krach boursier. Tout le monde déprime, marasme économique. Le monde du spectacle prend évidemment cher. Tiens, ça nous rappelle une période qu'on vit actuellement. Et il y a énormément de mutations musicales. Le public désire s'étourdir, en particulier avec un certain substitut, l'alcool, mais aussi la musique, la danse. Petite phrase, punchline, c'est que les gens ont envie de secouer leur spleen sous la cadence du swing. Apparition de groupes différents. Avant, il y avait énormément d'orchestres, en particulier dans la musique classique, et puis dans le jazz, le blues même. Mais il va y avoir l'apparition des big bands. Personnellement, j'adore ça, les big bands. Je suis une très très grande fan. C'est des formations musicales de plus ou moins 20 musiciens avec énormément de cuivre. Par exemple, tout devant, il y a 5 saxophones, on a 5 trombones, des trompettes, des chanteurs, guitaristes, piano, batterie, contrebasse. Enfin, on en a pour tous les goûts. Deux grands noms de formateurs de big band. On a Count Basie, qui était un super clarinettiste, et Duke Ellington. En parlant de Duke Ellington et du swing, il a fait découvrir un petit peu à tout le monde une super chanteuse, une grande icône du jazz, qui est aussi une grande icône dans ma vie personnelle, c'est Ella Fitzgerald. S'il y avait bien quelqu'un qui avait le swing dans le jazz, dans le
jazz, non, le swing dans le jazz, tout était dans son sang, en tout cas ça passait super bien. C'était elle. En 1938, elle a eu un succès monstre avec un morceau qu'elle a interprété qui s'appelait A Tisket, A Tasket Bat. Tout le monde s'est dit waouh, qui est cette femelle? Elle chante trop bien, elle a un rythme incroyable. Elle est toute jeune, à 21 ans, elle s'émancipe, alors que c'est une femme et de couleur. À l'époque, il fallait quand même le faire. Et après la mort de Chick Webb, un super musicien, elle va reprendre le big band. À 21 ans, elle dirige un big band, c'est trop fort, je trouve. Un courant du jazz qui a eu énormément d'influence sur elle, sur les musiciens qui vont suivre, et même sur nous, musiciens jazz actuels et contemporains, c'est le bebop. Et pour parler d'un boppers, comme on dit, très connu, on va parler de Dizzy Gillespie, qui a énormément influencé Ella Fitzgerald. Pourquoi est-ce que Dizzy Gillespie a influencé Ella Fitzgerald? Ce trompettiste de la mort jouait des croches et des doubles croches à une cadence infernale et hyper impressionnante. C'était un virtuose de la technique de l'instrument. Et ça a influencé ce qu'on appelle aujourd'hui l'improvisation vocale, ou dans le jargon, le scat. Le scat, pour faire ça vulgairement, ça ressemble à ça. Yeah! Un peu le cliché qu'on fait dans nos salles de bain quand on se prend pour une chanteuse, ben c'est exactement ça. D'ailleurs, mes colocs peuvent témoigner, n'est-ce pas Adrien? Ensuite, pour prendre un peu le contre-pied de la technique virtuose qu'avait Dizzy Gillespie à la trompette, un autre trompettiste super connu, c'est Miles Davis. Lui, il a voulu faire autre chose, étant donné que Dizzy c'était le roi pour enchaîner les croches techniquement, s'est dit que lui, il allait faire des notes beaucoup plus longues, travailler des thèmes plus mélodieux, même en dehors du thème, quand il improvise, il avait envie de faire quelque chose de mélodieux. Et cette division un peu entre l'instrumentiste qui va improviser de manière incroyable techniquement et l'improvisateur qui va jouer des notes plus mélodieuses et réécrire entre guillemets un thème dans son improvisation, cette division on la voit encore aujourd'hui actuellement, en particulier dans les jams. Vous êtes amateur de jazz, il faut aller écouter les musiciens qui jouent dans les jams. Ils ne se connaissent pas, ils arrivent avec leurs instruments et en un coup tous ensemble ils commencent à jouer, c'est le feu. Et bien là souvent on peut être témoin d'une étrange situation. Il y a un soliste qui va prendre un solo et pendant 20 minutes il va enchaîner les croches. Ben voilà, c'est un peu à la Dizzy Gillespie. Ou alors il y a d'autres musiciens qui vont tenter de faire des choses plus mélodieuses. C'est un peu comme Miles Davis. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur Ella Fitzgerald, elle était super connue pour son timbre qui était clair, elle avait une facilité rythmique incroyable. Je vous conseille vivement d'aller écouter deux morceaux. After You've Gone avec le big band de Count Basie dont je parlais tout à l'heure. Et alors Smooth Sailing, où elle ne fait que scatter du début à la fin. C'est une chanson que j'adore, qui pourrait s'appeler Boubou comme un de mes chats. Voilà, je vais faire une petite pause maintenant, d'1 minute, avant de vous interpréter un morceau que Ella Fitzgerald adore, qui s'appelle Cry Me a River. Merci. Nous revoilà. Maintenant j'ai une guitare en main et comme c'est un peu stressant, juste avant j'ai fait des petites vocalises et c'est un peu ridicule, donc voilà. Cry Me a River, c'est donc un standard hyper connu dans le jazz, qui a été interprété par Ella Fitzgerald, Billie Holiday, je sais qu'elle est fan dans la pièce, Sarah Vaughan, et j'en passe. Pourquoi est-ce que c'est son morceau préféré? On ne sait pas. En tout cas, elle l'a joué dans énormément de concerts. Et ce qui est hyper drôle avec elle, c'est qu'elle l'expliquait dans une interview que même si elle adore ce morceau, elle oublie tout le temps les paroles. Et donc, sur toutes les interviews ou les concerts où on la voit, elle est là avec sa feuille à chanter. Et c'est drôle en fait, parce que même si on est des musiciens et qu'on travaille, des fois nos cerveaux nous disent fifu. Bien, c'est parti. True.
Tout à l'heure, j'ai voulu faire un autre instrument, mais qui ne fonctionne plus parce qu'il a peur aussi de jouer devant vous, devant ce téléphone qui me regarde froidement. Donc, on va faire une petite pause pour passer à la suite, comme ça mes amis reviennent et je ne suis plus toute seule dans cette froide salle. Merci. Merci beaucoup, Elisa. C'était vraiment très très beau et on est vraiment heureux de t'avoir avec nous. C'était très beau en tout cas. Merci. Et on va de nouveau revenir vers toi dans quelques instants. Tout à fait. Mais avant, Elina et moi, on va vous présenter une rubrique sur l'avortement dans l'art. Et je vais d'abord introduire le sujet avant de passer la parole à Elina. Et donc Elina et moi, on voulait faire une chronique et en faisant des recherches, on a remarqué qu'on parlait très peu de l'avortement, surtout dans tout ce qui est art plastique. Il y a un peu plus dans l'art littéraire, mais art plastique, nulle part presque. Et on trouvait ça très étrange, sachant que l'art fait partie de notre quotidien. Et le quotidien fait partie de l'art. Quand on regarde l'art, on a on voit la vie de tous les jours comme les effets marquants de l'histoire de l'humain en général. Et donc on s'est interrogé et on a voulu savoir pourquoi. Et donc on a fait d'abord quelques recherches. Et en faisant nos recherches, on a par exemple trouvé une stèle mésopotamienne qui se trouve au Louvre. Et en fait, elle parle des lois anti-avortement, les premières lois anti-avortement. Ou alors on a trouvé une autre exposition, mais c'était plus de nouveau sur des objets, par exemple des objets utilisés pour provoquer un avortement, je vais dire. Et donc ça peut avoir un côté artistique, mais c'est pas le but premier. C'est plus des traces historiques que nous avons. Et donc on voudrait essayer de comprendre pourquoi il manque l'avortement à travers l'art. Et donc pour ça, Elena va nous parler d'un peu l'histoire de l'avortement. Oui, tout à fait. Et donc en fait, ce constat de l'avortement comme presque inexistant dans l'art, il est d'autant plus étonnant que l'avortement, il est observé dans toutes les sociétés depuis l'Antiquité. Évidemment, les techniques ont évolué. Et aussi, dans la majorité de ces sociétés, l'avortement était mal vu. Du coup, on peut se demander comment ça se fait que l'avortement soit mal vu alors qu'il est là depuis toujours et en tout lieu. C'est la question qu'on va se poser ensemble. Alors, un premier point important, c'est que dans la majorité des sociétés, l'avortement, et dans les textes anciens, il est abordé sous forme de pénalisation, sous forme d'interdiction, et pas vraiment sous forme de sa pratique. Donc, par exemple, la stèle dont Lucie vous a parlé, mais on en a trouvé aussi d'autres, les stèles juridiques babyloniennes. Et par exemple, la stèle dont Lucie vous a parlé, il explique que la peine de mort est réservée aux personnes qui commettent l'avortement, seulement si c'est contre le gré du mari. Et donc ça pourrait être une première piste de réponse à notre question, à savoir le contrôle des naissances par la personne enceinte priverait l'homme de ce droit. Génial. Ah oui. Alors il y a quand même certaines exceptions. Donc il y a la première trace d'avortement qui est consentie et prescrite. Elle date du XVIe siècle avant Jésus-Christ dans un traité médical qui est le Papyrus d'Ebers, qui aborde plusieurs thématiques, notamment des recettes abortives. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, comme dans la majorité des techniques abortives dans l'Antiquité, elles ne sont pas invasives. Donc on ne préconisait pas du tout l'opération. Ça existait, mais c'est juste assez rare.
Et du coup, c'était plutôt des activités pas ultra dangereuses, genre de l'escalade. J'ai noté aussi, oui, on versait de l'eau bouillante sur l'abdomen, on faisait des massages, voire taper le ventre de la femme. Et il y avait des trucs un peu... Oui, mon Dieu, c'est le mot. Et il y avait des techniques un peu plus soft, c'était des remèdes à base de plantes, quoi. Ouais. Mais oui, voilà. Mais voilà, c'était plutôt comme ça. Mais du coup, deuxième piste de réponse, c'est que si l'avortement était interdit, c'est d'abord parce que l'avortement, c'était super dangereux en fait. Et c'est pour ça qu'en Grèce antique, si on interdisait l'avortement, c'était d'abord pour ça, c'est parce que c'est un grand risque pour la personne enceinte. Oui, et donc au même moment où on interdit l'avortement pour des questions de dangerosité, apparaît petit à petit le début de la morale. Et notamment chez Aristote ou chez les stoïciens, où vraiment on commence à se demander à partir de quel moment le fœtus, et on va dire un être vivant, et donc provoquer un avortement, c'est tuer un être vivant. Donc petit à petit, c'est à ce moment-là que ce débat apparaît, mais à ce moment-là, c'est quand même vraiment très léger, c'est vraiment beaucoup plus, comme disait Léna, la dangerosité. Et surtout, le fait de priver le père du droit à disposer de son enfant, qui pose souci. Jusqu'à l'expansion du christianisme, là, qui a vraiment bouleversé la vie des femmes en général, où on va commencer à avoir des textes législatifs de plus en plus sévères. Et donc là, cette morale est aussi liée à la religion, on commence à être vraiment liée à une question de religion. Et toujours à ce débat, en fait le débat qui revient toujours, c'est à quel moment on peut considérer que le fœtus est un être vivant. Ouais. Et donc c'est ça qui pose souci. Et ensuite on arrive au Moyen-Âge où malheureusement on a peu d'évolution. Le poids de l'Église est très gros et très fort à ce moment-là. Il y a toujours ce débat, donc l'avortement est bien sûr illégal, mais à quel moment, c'est toujours ça le débat, à quel moment le fœtus est un être vivant, et de plus en plus les règles sont restrictives, mais ça n'empêche pas les avortements bien sûr. Elena le dira encore après, les avortements ont toujours existé et on l'interdise ou pas. Et ça, malheureusement, ça fait juste que ça se fait clandestinement. Et malheureusement, c'est tragique. Et donc après arrive la Renaissance. Et la Renaissance, on peut la lier à la sorcellerie. Et donc les femmes de savoir, les sages-femmes, les guérisseuses, sont vues comme des sorcières. Parce qu'elles sont capables de donner la vie, comme de la retirer. Ce qui est très mal vu dans une société patriarcale. Et surtout avoir un choix sur son corps, oui, c'est vraiment vu comme une menace en fait. Et donc, beaucoup de sages-femmes, de guérisseuses vont finir au bûcher pour être traitées de sorcières. Mais il faut savoir que la Renaissance est devenue encore plus restrictive que le Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient quand même le droit d'avoir un métier, de garder leur nom de famille, alors que pendant la Renaissance, il y avait vraiment une dépendance totale de la femme envers son mari. Et voilà, et donc c'est toujours cette question de morale et de religion qui revient sur la table, et c'est seulement à partir du XXe siècle que petit à petit les mentalités, les législations vont changer petit à petit, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis alors avant, il y a quand même l'histoire de l'esclavagisme, pour revenir sur ce que tu as dit, que en fait, quand une personne est enceinte, esclave, ce statut d'esclave est héréditaire. Et du coup, elle avait évidemment pas du tout envie d'être enceinte. Par contre, les maîtres d'esclaves, oui, évidemment. Mais du coup, en fait, elles étaient punies encore plus sévèrement si elles avortaient. Donc, encore un plaisir. Si on doit résumer toutes ces idées, donc les raisons pour lesquelles l'avortement est majoritairement interdit, il y en a 3. Il y a les raisons médicales. Jusqu'à très récemment, l'avortement, c'était super dangereux. C'est pour ça qu'en Grèce antique et au Moyen-Âge, c'était interdit. Il y a les raisons morales, le biais de la religion, et c'est encore une raison qui est évoquée aujourd'hui, bien que ça soit une raison subjective. Et puis il y a le patriarcat. Alors c'est pas le patriarcat comme il est connoté aujourd'hui au militantisme, c'est le patriarcat en tant qu'organisation sociale, et il a été fort présenté dans ce dont on vous a parlé, parce qu'en fait, donc, si on interdisait à une personne enceinte d'avorter, c'est parce que ça portait préjudice à la descendance de l'homme. Or, dans les sociétés dont on a parlé, l'homme avait droit à son héritage et sur son héritage et sur sa descendance. Et si on donnait le droit à la femme, ça c'était compliqué.
Voilà. Aujourd'hui, la majorité de ces raisons, elles sont plus d'actualité. Et pourtant, ce droit qu'on pense acquis est extrêmement fragile. On l'a vu avec la Pologne, super récemment, le 22 octobre. La Cour constitutionnelle polonaise vote une loi qui durcit encore l'avortement. Donc elle interdit l'avortement en cas de malformation du fœtus, qui correspond à 98% des cas. Donc ça revient quasiment à leur envie illégale. D'ailleurs, Amnesty a fait une formidable campagne à ce sujet, et on continue. Et à l'heure actuelle, le GT droit des femmes va vous en parler plus longuement à 18h30, donc connectez-vous à 18h30. Oui, et donc à l'heure actuelle, c'est toutes les 9 minutes qu'une personne enceinte meurt dans un avortement clandestin. Il faut savoir qu'aucune loi, aucune restriction, aucune pénalisation n'a jamais empêché des personnes d'avorter si elles le voulaient. Jamais. Par contre, ça a augmenté les conditions très dangereuses dans lesquelles ça se passait. Oui, et merci Elena. Et on va terminer la rubrique avec... on a presque fini, on n'a pas encore fini. Mais presque, on voulait encore un peu parler de Niki de Saint-Phal, que vous connaissez sûrement, qui est donc une artiste plasticienne, sculptrice, réalisatrice américano-française, qu'on avait envie... on avait envie de parler d'elle, on trouvait que ça allait bien avec le sujet de l'avortement, et voilà, on avait envie de partager son histoire. Et donc, Niki de Saint-Phal, elle vient d'un milieu très bourgeois, mais très tôt, très jeune, elle va être très critique envers sa condition, envers la société, envers les relations hommes-femmes, et notamment au sein de la famille. Et donc, elle va commencer à devenir sculptrice et faire des sculptures très engagées, notamment par rapport au féminisme et aux politiques. Et alors, à travers ses œuvres, on voit qu'elle s'intéresse beaucoup au corps de la femme. Et donc, elle va créer les nanas, on appelle ça comme ça, et donc qui sont des femmes modernes avec beaucoup de rondeur. Et alors, c'était assez intéressant parce que, surtout à l'époque, les rondeurs, c'était loin des standards de beauté. Et pourtant, quand on voit une nana, c'est quelque chose de très joyeux. Et donc, c'était assez intéressant, et surtout que les matériaux avec lesquels c'était fait venaient de choses assez tristes, des matériaux de la guerre, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant ce contraste. Et d'autant plus qu'elle a été mannequin, elle a même posé pour Vogue, donc une mannequin plus que connue. Et donc ses standards de beauté, elle les connaît bien, quoi. Oui, donc elle s'interroge beaucoup sur la représentation féminine, qu'elle représente souvent comme souffrante, notamment du fait que toutes ces nanas, beaucoup de ces nanas sont faites d'objets sombres comme des soldats, des poupées un peu fondues, etc. Et donc oui, ces nanas, en fait, elles représentent un espoir, ce que les femmes devraient être. Et donc c'est vraiment Niki se présente vraiment comme une étendard féministe dans l'espace public. D'ailleurs, la majorité de ses œuvres sont monumentales, elles sont publiques et architecturales. Et ce qui est génial du coup, c'est qu'elle devient chef de chantier. Et donc on a des vidéos de Niki qui dirige une équipe d'hommes, ce qui est vraiment incroyable pour l'époque, et encore aujourd'hui c'est quand même assez rare. Oui. Et une femme architecte aussi, c'était assez rare, donc super kiffant à regarder. Ah oui, et parmi ses œuvres les plus connues, c'est Hon, H-O-N, je conseille d'aller voir sur internet. Donc en fait c'est une énorme nana de 28 mètres qui est couchée sur le dos, les genoux relevés, et les spectateurs peuvent rentrer dans cette grande nana par son sexe. Et alors nous, c'est pour ça aussi qu'on voulait vous en parler, et la première interprétation qu'on a eue, c'était en fait les gens rentrent, ils donnent un peu leur avis, du coup c'est une réflexion autour de ça. Et en fait, c'est pas vraiment ce que Niki a voulu représenter, parce que cette nana est aménagée. Donc, par exemple, dans les seins, il y en a un, c'est un milk bar, ce qui est vraiment trop beau. Et l'autre, c'est un planétarium. Son ventre, c'est une femme enceinte qui est couchée. Il y a 1000 présentations. Et du coup, elle dit de son œuvre: c'était comme un temple pour moi, l'idée de la cathédrale, que c'était la joie, le retour à la mer. C'était la plus grande putain du monde, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs sont passés entre ces portes pendant ces 2 mois de leur existence. Ben oui, mais en fait, elle fait référence à quoi? En fait, elle a été hyper critiquée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et la plus grande critique, c'est que les spectateurs entraient par le sexe de cette nana. Donc ils pénétraient cette nana. Et du coup, cette nana a été traitée de plus grande putain au monde. Voilà, soit pas hyper original finalement comme critique. Et juste pour l'anecdote, ça vous faites ce que vous voulez, moi je savais pas trop quoi en penser, mais il y a la natalité à Stockholm, oui, parce que ça a été présenté au musée de Stockholm en 1966.
a légèrement augmenté, même plus que légèrement, l'année qui suit après la présentation et l'exposition. Et l'exposition a énormément de succès. Et du coup, souvent dans les documentaires qui parlent de cette nana, ils disent que les spectateurs ont tellement eu de plaisir en allant voir cette nana que c'est pour ça que la natalité a augmenté. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette anecdote. Et donc, ce qui est intéressant aussi à travers donc la sculpture, c'est qu'on voit vraiment que Nikki est révoltée et qu'elle veut vraiment exprimer cette révolte et cette indignation qu'elle a en elle. Et elle va continuer avec ça pendant toute sa vie jusqu'à la fin. Mais elle ne va pas lutter que sur ça, elle lutte aussi beaucoup, par exemple, sur la maladie du sida. Dès qu'on va entendre parler de la maladie, elle va faire des œuvres dessus. Sur les armes à feu, notamment en Amérique, elle a fait une œuvre qui s'appelait quelque chose, je n'ai pas le nom exact, mais genre vous préférez les armes à feu aux enfants, donc, et même au réchauffement climatique et à l'avortement. Donc elle était vraiment sur plein de sujets. Oui, voilà, une femme engagée jusqu'au bout. Oui, et c'est un engagement qui est très précurseur aussi, parce qu'elle fait, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des vidéos d'elle qui fusille ses propres toiles. Donc en fait, c'est le début du happening, donc c'est assez incroyable. C'est une des rares femmes à être connue de son vivant, et dans les années 60, donc aussi un truc assez incroyable. Elle est spontanée, elle est originale, elle est engagée, elle est libre, elle est formidable. Et aussi, son œuvre est marquée par le poids incroyable que la société fait porter aux femmes. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on avait voulu vous parler d'elle. Et merci Elena, j'ai vraiment pris énormément de plaisir de faire cette chronique avec toi et je pense qu'on a beaucoup appris. Ouais. Et donc mais voilà, tant mieux. Si tout le monde a appris, c'est le principal. Et donc maintenant, il y aura à nouveau une petite pause d'1 minute avant de repasser à Elisa qui va nous parler de l'identité du jazz et nous faire un dernier petit concert. Oui. À tout de suite. Merci. Et réagissez sur le chat. Me revoici. Du coup, on a parlé de féminisme dans l'art, et bien on continue, maintenant c'est du féminisme dans la musique. Trop bien. Donc juste avant, je vous ai parlé donc de Ella Fitzgerald, cette queen que personnellement j'aime énormément. J'aimerais donc vous parler de ce que c'était d'être une femme à l'époque, brièvement, et surtout c'est quoi d'être musicienne aujourd'hui dans le jazz contemporain, si je puis dire. Une petite anecdote qui a fait scandale à l'époque. Chaque année, il y a des victoires du jazz. En 2017, aucune femme n'a été nominée. Et ça a été un scandale parce qu'on est là, on existe, on fait de la musique, on produit, on est compositrice, mais nous ne sommes pas reconnus. Pourquoi ? C'est une grande question qu'une sociologue, Marie Bouscatos, s'est posée. Elle a écrit un super bouquin que j'ai d'ailleurs commandé, que je vous suggère de lire, qui s'appelle « Les femmes et le jazz, la musicalité et la féminité ». Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4% des femmes qui sont reconnues dans le jazz ? Comment ça se fait ? Parce que je veux dire, on est là, on existe, pourquoi est-ce qu'on est si peu ? Il y a plusieurs hypothèses qui existent. La première, c'est comme en musique classique, les instruments sont genrés. Quel instrument est genré ? Le saxophone ! Je suis saxophoniste personnellement, j'étais censée vous en jouer, mais il n'a pas voulu fonctionner aujourd'hui, il ne faudra pas m'en vouloir. Une prochaine fois, vous m'écouterez, c'est promis. Le saxophone, même on m'a déjà dit plusieurs fois ça après un concert ou quoi, on me dit « Waouh, une femme qui joue au saxophone, c'est tellement rare, c'est trop bien, comment ça se fait ?» et tout ça. Et moi, je suis genre, je sais pas, j'aimais bien, j'ai appris quand j'étais petite, c'est un super instrument, mais ça doit être dur, Elisa, il faut du souffle, hein. Comment ça se fait que tu sais souffler dans cet énorme tube ? Ben non, juste tout le monde peut souffler dans un saxophone, il faut juste apprécier le faire. Il ne faut pas avoir une cage thoracique masculine pour souffler dans un saxophone. Il ne faut pas faire des exercices physiques ou être un gros bouffeur de viande pour jouer au saxophone. D'accord ? Donc, ça c'était donc une des premières pistes qui explique pourquoi est-ce qu'on est si peu. Autre chose, la précarité du milieu. De base, c'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai aussi, c'est pas si simple en tant que musicien de percer, ou en tout cas d'en vivre. De juste composer et de vivre de ça, c'est donné à certains et certaines, mais c'est pas quelque chose de simple. Mais encore plus quand on est une femme. Pourquoi ? Parce qu'il faut se construire un réseau. Ce réseau de musiciens, de directeurs artistiques, de compositeurs, ce sont tous des hommes principalement. Des chiffres un petit peu alarmants qui ont été retrouvés sur une page qui s'appelle Paye ta note. Je vous conseille d'aller y jeter un œil.
nous explique que 94% des chefs d'orchestre sont des hommes et 98% des compositeurs. Pardon, 98% des compositeurs des hommes, excusez-moi. Ok, très bien, c'est un petit peu alarmant comme chiffre, c'est un petit peu triste parce qu'il existe plein de femmes qui composent, personnellement ça m'arrive aussi, et je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont envie et qui ont été formées pour devenir chef d'orchestre ou directrice artistique ou, j'en sais rien même, pourquoi pas directrice d'un conservatoire. Au conservatoire de Bruxelles, la plupart des professeurs qui vont évaluer les étudiants qui veulent rentrer au conservatoire dans le jazz, j'ai personnellement fait le concours en 2019, j'avais 8 hommes devant moi qui m'analysaient pendant que je soufflais dans mon petit truc. Et derrière moi, il y avait un band de 7 hommes qui m'accompagnaient. Et j'étais toute seule là au milieu de tous ces hommes. Ah, une fille qui joue au saxophone, t'es sûre que t'aurais pas dû faire du violon ? Non, Jean-Pascal, tu vas voir pourquoi j'ai pas envie de faire du violon. Et donc du coup, ce genre de petites anecdotes sexistes, c'est des petites perles, hein, ça arrive souvent, on peut les raconter à table à Noël, c'est cool, on aime ça. Donc du coup, un autre stéréotype qui est hyper connu, c'est de dire que, oui, bien sûr, il y a des femmes dans le jazz, mais elles chantent. Bah ouais, chanter, c'est un peu péjoratif. Ah oui, pourquoi ? Parce que le jazz vocal, c'est un peu du commercial. Tu sais, il y a 4 accords. T'es pas un virtuose qui va sortir des croches sur une grille d'accords, qui va te faire des trucs trop bien et tout ça. C'est faux. Le saxophoniste et la chanteuse, ils font le même thème. Alors, de quoi tu parles, Jean-Pascal ? On ne comprend pas. Donc ça, c'est plusieurs stéréotypes sur lesquels il faut faire quelque chose, quoi. Quelles sont les solutions ? La sociologue nous en propose quelques-unes et je suis d'accord avec elle. Et d'ailleurs, cette solution est une solution à beaucoup de problèmes, c'est l'éducation. Il faut dire aux enfants, aux garçons et aux filles que tu peux faire ce que tu as envie, tu peux jouer n'importe quel instrument, tu n'es pas prédestiné à être trompettiste parce que tu as un pénis et des testicules, tu n'es pas prédestiné à être chanteuse parce que tu as un utérus. Non, tu peux très bien faire les deux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ah, tu peux t'imposer. Et comment je fais ? Tu t'imposes comme un homme. Pourquoi comme un homme ? Pourquoi je ne m'imposerais pas juste en tant qu'humain ? Parce qu'au final, quand je joue avec des gens dans un big band, et d'ailleurs c'est vrai, dans le big band dans lequel je joue, d'ailleurs je les adore, big up les potes, je suis la seule fille, je ne sais pas pourquoi, eux-mêmes ne savent pas trop, au final c'est presque par habitude ou par ignorance. Je ne me sens pas personnellement une femelle entourée de mâles et c'est pas comme ça que nos rapports s'effectuent. On ne sexualise pas nos rapports. Dieu merci, tous les garçons dans la musique ne sont pas sexistes. Au contraire, je tiens à le préciser, il en existe, mais la plupart d'entre nous, on se considère comme des humains et on joue entre humains parce qu'on a envie de faire passer un message et de faire de la musique ensemble. Et d'ailleurs, c'est le principal. Ce qui est bien, petite anecdote par rapport à la déclaration des droits de l'homme, je trouve ça bien qu'en interne, on parle maintenant de déclaration des droits humains. Parce que l'air de rien, avoir une barrière étymologique, ça ne plaît pas aux féministes actuelles. Je vais en parler un petit peu plus loin. Pour continuer, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnue en tant que musicienne jazz ? Eh bien, apparemment, il faudrait qu'on se positionne par rapport à notre féminité. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas ce que c'est la féminité. C'est un concept hyper flou, en particulier à notre époque. Quand j'étais petite, je savais que si je mettais une jupe, ma maman était contente, mais sinon, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, et encore moins aujourd'hui. Du coup, quand personnellement, on vient me trouver à la fin d'un concert en me disant « Elisa, je n'ai vu que tes jambes », moi je me dis « C'est dommage, Jean-Pascal, hein, c'est toujours le même gars. Jean-Pascal, c'est dommage parce que tu ne m'as pas entendu jouer, du coup, si tu étais fixé sur mes genoux, c'est quand même con. » Donc, comment se positionner par rapport à ça ? Moi, je trouve ça difficile et en même temps, j'ai pas trop envie d'accorder de l'importance à ça. Tout simplement parce que la féminité, c'est quelque chose de nuancé, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que je devrais me positionner par rapport à quelque chose qui est établi chez l'autre, qui m'impacte pas personnellement en tant que musicienne ou en tant qu'individu ? J'ai envie de dire, on est là pour faire de la musique, alors faisons de la musique, peu importe ce qu'il y a entre nos jambes. En parlant de féminisme et de barrières étymologiques, je trouve personnellement que ce serait intéressant si on parlait plutôt de nouvel humanisme. Pourquoi pas ? Parce que ce mot, rien que par son existence, va un petit peu exclure les hommes, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui s'en plaignent et ça je peux comprendre. Après, je trouve que n'importe qui devrait vouloir l'équité
n'importe qui, même si le mot ne t'inclut pas en tant qu'humain genré, je trouve qu'on devrait tous vouloir l'équiter, excusez-moi. Du coup, ça me fait penser à une insulte qui est un peu à la mode en ce moment, un mot valise qui n'a pas de sens, qui est un peu un amalgame aussi, qui est féminazie. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas ce mot. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer potentiellement dans le chat? Ce serait intéressant d'en discuter ensemble après. Je comprends pas ce mot et je trouve ça vraiment dommage de se restreindre à se dire que parce que le mot n'inclut pas un homme, ça voudrait dire qu'on est sexiste nous-mêmes. Soyons tous ouverts et ouvrons la communication à ce sujet. Je pense que comme ça on pourra progresser, évoluer. Comme ça peut-être qu'il y aura plus de femmes aussi qui seront nominées aux Victoires du Jazz. Je vous invite à aller voir sur Spotify. Il existe une saxophoniste qui s'appelle Latour, qui est incroyable, une saxophoniste jazz, ténor. Ma préférée ever s'appelle Nubia Garcia, elle est londonienne et elle envoie du lourd, je vous conseille aussi d'aller l'écouter. Quoi qu'il en soit, si on peut parler du féminisme comme un nouvel humanisme, ce serait sûrement intéressant parce qu'on a des impératifs plus importants en tant qu'humain qu'en tant qu'homme ou femme. Je pense aux challenges actuels qui sont écologiques, sociaux ou économiques et on peut en parler pendant des heures. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc je vais m'arrêter là pour mon petit laïus et je vous remercie de m'avoir écouté. Petite pause et je reviens dans un instant. Bonjour. Alors, là c'est un peu un freestyle. Du coup, je vais juste parler d'une situation qui m'arrive très régulièrement. C'est quand je suis dans ma chambre le soir. J'aime beaucoup faire des accords jaseux et ténébreux et un petit peu improviser vocalement dessus. C'est ce que je vais faire. Smiley sur le chat parce que tous les gens qui sont là aujourd'hui ont beaucoup travaillé pour cette journée et que grâce à eux, on avance et on évolue. Merci pour votre écoute. Merci Elisa, c'était vraiment super beau. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as joué, c'était vraiment incroyable et on est vraiment hyper heureux de t'avoir avec nous. Et donc voilà, ça touche à sa fin. Mais d'abord, Johan va nous parler un peu de ce qu'on va faire au deuxième quadrimestre, en quelques mots. Parce que donc, comme je rappelle, nous, c'est le groupe de travail Actualité et Culture. Et on n'a pas été très présent au premier quadrimestre, mais vous allez beaucoup entendre parler de nous au second quadrimestre. Alors, on n'a pas été très présent, en tout cas médiatiquement, on va dire, parce qu'en interne, on a quand même bossé, pour vous rassurer. Oui, bien sûr. Non, déjà, je vais répéter également, mais encore merci beaucoup Elisa qui a fait un énorme travail pour vous et pour nous aujourd'hui.
Et donc pour ce second quadri, alors le GT continue, le GT survit en ces temps de Covid. Et donc tout simplement déjà je vous invite tous et toutes à rejoindre Amnesty ULB si ce combat vous concerne, et en tout cas vous touche. Et principalement aussi notre GT Culture qui est le meilleur. On y parle d'art, on y parle également d'actualité, donc c'est un petit peu un mélange de plein de choses, mais en soi c'est un moment souvent de partage très intéressant. On parle toutes les langues, on va dire, que ce soit musical, littéraire ou plein d'autres. C'est avant tout un GT où est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais où est-ce qu'on échange, on apprend aussi à se connaître sous un autre angle. Et on aura notamment comme gros projet, si tout se passe bien, de peut-être créer une émission mensuelle vis-à-vis de la culture, et sous toutes ses formes. C'était l'occasion de le revoir, ça c'était cool. Et donc on vous attend, et on a besoin de vous, et globalement Amnesty International a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Oui, comme dit Johan, c'est des cas de revoir. On se verra très vite. Ouais. Et donc, je voulais terminer par remercier encore tout le monde. Merci Johan, Elena, tout le GT Culture Actualité. Je pense à Paulina, à Léa, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous ont beaucoup aidés. Merci aussi à Elisa. Et aussi à tout Amnesty ULB, bien sûr. L'équipe technique aussi. Hein. Oui, bien sûr, l'équipe technique. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez. Heureusement que vous êtes là. On est vraiment très heureux, je pense tous. Encore aussi, merci à Makoto pour la magnifique œuvre qu'on a faite tous ensemble. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et merci pour tous vos commentaires. On les voit, ça nous fait très chaud au cœur. On est vraiment heureux. On a vraiment passé un très bon moment, je pense. Et donc voilà. Et maintenant, il va y avoir une petite pause et après, il y aura un dîner avec Laurent Deutsch où on va faire une petite... Enfin, je ne vais pas le faire, mais Amnesty va faire une petite rétrospective sur les droits humains. Et donc, Laurent Deutsch, qui est responsable activisme et éducation aux droits humains chez Amnesty International Belgique. Et voilà, c'est tout pour nous. Et merci à mon collègue. Merci pour l'écoute. Merci à tous.